Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi, le retour au bercail de Paul et Chantal Biya. Le couple présidentiel a regagné Yaoundé ce samedi en fin d'après-midi après avoir pris part à Beijing au 3e forum sur la coopération Chine-Afrique. Les premières audiences et l'ambiance à l'aéroport de Yaoundé-Simalène en tête du journal. Pour le libéralisme communautaire, l'ouvrage actualisé du président de la République reste pour nombre d'observateurs d'une brûlante et incontestable actualité. Nous en parlerons ce soir dans ce journal avec le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele-Kambi et l'invité du 20h30. Situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les gouverneurs des deux régions rassurent et appellent les populations au calme suite à la propagation d'une rumeur sur une prétendue attaque de l'armée. Le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Accueil et protocole des grands retours présidentiels à Yaoundé. Paul et Chantal Biya ont regagné le Cameroun cette fin d'après-midi au terme des travaux du 3e forum sur la coopération Chine-Afrique. Le chef de l'État était accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegué-Dibril, le Premier ministre Philémon Yang et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Yaoundé. Le président de la République a retrouvé le palais de l'unité après les audiences accordées à diverses personnalités. Joseph Clément Omba. Exhalant un parfum de campagne électorale, le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène semble déjà vibrer au rythme de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Retrouvant cet enthousiasme militant, l'aéronef présidentiel touche le tarmac de la terre hospitalière de Simalène à 17h20. Au bas de la passerelle pour lui souhaiter un agréable retour, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le premier vice-président du Sénat et l'ambassadeur de Chine à Yaoundé. Ils accueillent le chef d'État et Mme Chantal Biya. Paul Biya, qui faisait partie des 53 chefs d'État et de gouvernement témoins du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, tenu du 3 au 4 septembre 2018 à Beijing en Chine. Il salue à l'entrée du pavillon d'honneur d'autres corps constitués, ayant à leur tête Paul Elunche, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et plus loin les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, venus comme ces militantes et militants du RDPC et certaines associations venus dire bon retour au couple présidentiel. Le chef de l'État accorde ensuite une série de 5 audiences au président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué-Dibril, au premier vice-président du Sénat, Abdoulaye Aboubakari, au premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, à l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Yaoundé, Wang Yingwu, et au ministre secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Dans le salon attenant, Mme Chantal Biya feuillette son carnet de voyage avec les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État. Le tout dans une ambiance studieuse où on semblait lire entre les lignes la dernière main mise sur une campagne électorale qui commence le 22 septembre prochain. Paul Biya, qui s'apprête à solliciter les suffrages de ses compatriotes le 7 octobre prochain, compte sur la CRTV pour une couverture optimale de la campagne et de l'élection présidentielle, avant, pendant et après le scrutin. Après avoir parcouru les 22 km qui séparent Simalène de Yaoundé, le chef de l'État Paul Biya et son épouse regagnent le palais de l'unité. Le déplacement du couple présidentiel en Chine aura été des plus fructueux. De nouveaux accords de coopération signés, de nombreux contacts noués entre acteurs économiques et chinois, mais surtout un rayonnement plus affirmé de la diplomatie camerounaise sous la conduite du président Paul Biya. Yves-Marc Medou. L'hôtel Saint-Régis de Beijing, luxueux complexe hôtelier situé sur les hauteurs de l'un des quartiers résidentiels de la capitale chinoise. En cette fin de matinée du mardi 5 septembre 2018, l'établissement est sur le point de prendre congé d'un illustre visiteur, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. À ses côtés, la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Comme à leur arrivée ici en terre chinoise, les membres de la colonie camerounaise vivant ici, ceux de la suite officielle du chef de l'État et quelques autres compatriotes sont là pour souhaiter un bon retour au pays à Paul et Chantal Biya. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, le chef de l'État camerounais et la première dame vont serrer la main à chacune des personnalités présentes à l'entrée de l'hôtel avant de prendre la direction de l'aéroport.
Ainsi s'achève dans un bain rafraîchissant de bonne humeur et d'allégresse le séjour officiel du couple présidentiel en Chine. Pendant une semaine en effet, Beijing et son hôtel Saint-Régis auront été le centre d'impulsion de la diplomatie camerounaise sous la conduite de son chef. D'un bout à l'autre de son séjour, le président camerounais, en véritable inspirateur, aura fait partager l'acuité de son regard sur la marche du monde. Un monde dans lequel l'Afrique tient fermement son rang dans une relation totalement décomplexée avec l'ensemble de ses partenaires. Son intervention magistrale à la tribune de l'une des tables rondes consacrée à la coopération sino-africaine résonne encore en écho dans les esprits. Chantre de la diplomatie économique, Paul Biya va personnellement mener le plaidoyer pour son pays, le Cameroun, engagé dans une course effrénée vers l'émergence. Une belle moisson à l'arrivée. La Chine s'est engagée à poursuivre son soutien à l'endroit du Cameroun, spécifiquement les autoroutes Yaoundé-Douala, les autoroutes Nsimalen-Yaoundé et Déa-Kribi-Lolabé bénéficieront du soutien financier de la Chine pour la réalisation des secondes phases afin de compléter ces infrastructures. La particularité de ces nouvelles négociations menées et de ces nouveaux accords signés va résider dans l'approche innovante de coopération mise en place avec la Chine. De son côté, la première dame Chantal Biya a, à l'initiative de la première dame de Chine, Pen Liyuan, pris part à un sommet des premières dames consacré à la prévention du VIH-Sida. À ce sommet étaient présentes une trentaine de premières dames. Dans le même temps, on va voir les membres du gouvernement présents dans la suite officielle mener une offensive tous azimuts pour ratisser large. Dans ce vaste déploiement, les chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques nationaux vont, sous l'encadrement de l'Agence de promotion des investissements, API, établir leur quartier général au siège de la représentation camerounaise en Chine pour eux aussi moissonner. À l'arrivée, un séjour fructueux, de nombreux contacts noués et un rayonnement assuré pour le Cameroun dont le président aura une fois encore marqué ce troisième sommet des dirigeants du Forum économique Chine-Afrique d'une empreinte particulière. Reparlons à présent de la version actualisée de Pour le libéralisme communautaire du président de la République. La présentation de l'ouvrage se poursuit dans les chefs-lieux de région. Après Yaoundé, Douala et Bafoussam, prochaine étape est Bolova demain dimanche. Il s'agit d'un ouvrage de référence qui, de l'avis de certains observateurs, s'inscrit en droite ligne dans la nouvelle société politique unie dans la diversité. Regard croisé de quelques lecteurs avertis avec Agnès Solange-Abessolo. 1987, Paul Biya, jeune et nouveau président de la République du Cameroun, offre au lecteur un ouvrage littéraire qui explore trois grands axes de la sphère politique nationale. La liberté d'entreprendre, la fonction régulatrice d'un État démocratique et le devoir de solidarité. L'auteur a sans doute senti la nécessité de le réactualiser au vu des développements actuels. Des phénomènes très actuels évoqués dans ce livre-événement qui, comme il y a 30 ans, suscite encore autant d'enthousiasme chez le lecteur, ému par la plume et les arguments d'un homme au charisme légendaire et à la vision futuriste. Il n'a fait qu'étudier les enjeux pour le Cameroun, voir les perspectives viables pour le Cameroun. Et donc on ne peut pas maîtriser les perspectives viables sans se projeter dans la vision. Pour le libéralisme communautaire, l'ouvrage, réédité, a été présenté mercredi dernier au public de Yaoundé au cours d'une cérémonie très courue. Diplomates, autorités religieuses et traditionnelles, hommes politiques, membres du gouvernement et autres personnalités sont venus remplir cette page de l'histoire. On se rend compte tous les jours que c'est un projet de société qui reste valable, qui est solide, qu'on peut promouvoir et qui donne une pensée profonde d'un grand homme d'État. Moi, je l'ai bien lu et je peux vous dire qu'on va se rendre compte que la philosophie du président n'a jamais changé. Un libéralisme bien sûr, mais teinté au communautarisme africain. C'est notre boussole à nous, parce que c'est un livre qui parle de la justice sociale dans le secteur de la santé. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans le sens de pouvoir donner des soins de qualité aux couches défavorisées, à l'enfant et à la femme. Le génie attribué à l'auteur implique manifestement une forte adhésion à sa philosophie,
au sein de l'opinion nationale. Dans le fauteuil de l'invité du 20h30 ce soir, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Arts et de la Culture. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Pour le libéralisme communautaire, ouvrage de référence du président Paul Biya qui vient donc d'être réédité, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle parution? Alors, madame, cette parution participe d'une belle opportunité et procède d'une grande nécessité. Elle est la réponse à une demande pressante, à un besoin fortement ressenti par de très nombreux compatriotes de découvrir ou de redécouvrir ce magnifique ouvrage. À sa publication il y a une trentaine d'années, nous étions alors étudiants, Pour le libéralisme communautaire remporta un immense succès. Il était cependant devenu introuvable et indisponible dans les librairies. L'illustre auteur, le président Paul Biya, a certainement entendu combler une soif de lecture et de réappropriation des fondements idéologiques du renouveau, ainsi que des bases doctrinales du projet de société qu'il proposait heureusement au peuple camerounais. Plusieurs générations de Camerounais en avaient entendu parler, mais n'avaient jamais eu la chance d'avoir accès à ce chef-d'œuvre. En vérité, cette demande allait au-delà du public camerounais. J'ai eu la chance, l'immense privilège de l'expérimenter en novembre dernier à Dakar, à l'occasion des Assises internationales des écrivains africains. La fine fleur de l'intelligentsia, présente à ces assises dans la capitale sénégalaise, plébiscita alors pour le libéralisme communautaire en tant qu'œuvre de qualité remarquable et d'une facture exceptionnelle. Et pour cette raison fut décerné au président Biya le prestigieux prix spécial de haute reconnaissance et de fraternité de plume. Ainsi, il me semble qu'en proposant une édition revue et remise à jour de ce livre, le président Biya fait au peuple camerounais, une fois de plus, une offrande intellectuelle prodigieuse et stimulante dans le contexte sociopolitique actuel où le peuple s'interroge face à des propositions multiples et a soif de véritables boussoles éthiques et de repères idéologiques crédibles tels que ceux que propose le président Paul Biya dans ce beau livre. Alors, en cette veille d'élection présidentielle au Cameroun, remettre au goût du jour pour le libéralisme communautaire, c'est la preuve que les idées qui sont développées restent d'actualité. Absolument. Dès la première édition, l'illustre auteur s'était engagé avec succès dans un essai de renouvellement de la réflexion politique au sujet des réponses les plus efficaces, les plus efficientes, des solutions les plus adaptées aux préoccupations et aux besoins de nos peuples. Il s'agissait de trouver une voie spécifique. Et pour le libéralisme communautaire, nous semble-t-il, se singularise par la portée visionnaire et avant-gardiste de son contenu. Il développe un argumentaire qui intègre une dimension prospective et anticipatrice par rapport à l'avenir. Déjà à l'époque, il proposait des solutions efficaces et lucides aux multiples défis auxquels sont confrontées les jeunes nations africaines, ou alors auxquels étaient déjà confrontées les jeunes nations africaines en général, et le Cameroun en particulier. Dans cet ouvrage, le président prescrivait également des mesures en adéquation avec les attentes réelles du peuple camerounais. Et ceci pas en apesanteur, mais à partir de la réalité sociale camerounaise. Cette réalité sociale avec ses valeurs traditionnelles, ses traditions, ses valeurs particulières, ses particularités, ses évolutions singulières, sa mémoire collective et sa dynamique sociale spécifique. Et en effet, plus que jamais, les prescriptions contenues dans ce livre à travers les différentes propositions sont d'une brûlante actualité. Et nous pouvons dire que pour le libéralisme communautaire, revêt un caractère transtemporel et transspatial. Ceci, pas seulement du fait de l'envergure, de la haute stature intellectuelle de l'auteur, mais de par la cohérence de ses analyses, la pertinence des solutions qui nous semblent inoxydables, inusables, et toujours valables. De fait, en 1987 déjà, le président Biya était en avance sur son temps. Je prends quelques exemples. Plusieurs années avant le fameux discours de la Baule, le président Biya proposait déjà la transformation en profondeur des principes et institutions politiques
en vue d'instaurer un cadre de vie épanouissant pour l'homme camerounais. De même annonçait-il également la nécessité d'une charte des libertés. Cela s'est traduit effectivement par quoi? Par son engagement dès le début des années 1990 du processus de démocratisation, de transition vers le pluralisme, on partait alors du monolithisme au pluralisme, de promotion des droits de l'homme et de l'état de droit au Cameroun. Et cela est une réalité aujourd'hui. Cette réalité trouve ses racines, son fondement pour le libéralisme communautaire qui avait été conçu plusieurs années auparavant. Monsieur le ministre, quelles sont les principales lignes de force de ces thèses et propositions? Alors ce livre se referme sur 30 objectifs pour le Cameroun et c'est dans ces 30 objectifs que sont résumés dans la conclusion les principaux objectifs, les objectifs fondamentaux à atteindre collectivement, d'où la notion de communauté collectivement, pour que le Cameroun devienne un pays émergent. Le président Biya se projetait déjà par rapport à un grand bond en avant dans la compétition internationale dans laquelle notre pays est partie prenante pour le progrès, l'épanouissement, le bien-être des peuples, et cela va de l'unité nationale, ces 30 propositions, à l'action internationale du Cameroun, en passant par la démocratie, l'économie, le social et la culture. À titre d'illustration, dans le chapitre 3 consacré à l'économie, le président Biya insiste sur la nécessité d'une planification démocratique du développement, sur la nécessité d'infrastructures qui sont la priorité, les infrastructures routières, pour notamment accéder aux zones les plus reculées. Il met en évidence l'agriculture en tant que priorité, de même que le soutien aux petites et moyennes entreprises. Tout un ministère a été créé en ce sens. Il insiste sur le nécessaire développement de l'industrie lourde, sur la maîtrise de la science et de la technologie, notamment à travers les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il en appelle à une plus grande efficacité de nos services. Déjà, la notion de gouvernance, la notion de bonne gouvernance y était présente, de même qu'il en appelle à la création des emplois décents, qui aujourd'hui est un concept à la mode, mais qu'il avait déjà pensé à l'époque, tout en l'accouplant avec la nécessité de mettre en œuvre un train de mesures qui conduisent à l'indépendance de l'économie nationale. En somme, le président Biya plaide pour une humanité plus solidaire et en appelle, et là nous sommes au niveau du chapitre 1er de l'ouvrage, à un rayonnement international accru du Cameroun dont le rang sur la scène internationale, sur la scène diplomatique est bien tenu. Le Cameroun est audible et crédible sur la scène internationale. Le président Biya donne également des recettes pour la construction effective d'une société politique nouvelle. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le chapitre 2, de la même manière qu'il milite ardemment pour une économie au service de l'homme. Et à travers cela, on voit comment l'idée maîtresse de justice sociale est prégnante dans la pensée politique et dans l'action politique du président Paul Biya, qui en même temps énonce la nécessité de développer l'humanité en l'homme. Et lors de la cérémonie du Hilton, le professeur Ebenezer Njomlé, donc on connaît la dimension en tant que philosophe, a mis en évidence les qualités d'humaniste, les vertus d'humaniste du président Paul Biya. Et c'est de cette manière qu'il nous invite donc à bâtir une nation camerounaise forte et prospère. Alors que nous apprend par exemple l'ouvrage sur la conception de la culture et du vivre ensemble chez Paul Biya? Ah, vous me voyez bien à l'aise par rapport à cette question, madame. Je prêche à partir de ma chapelle, parce que effectivement le chapitre 6 de cet ouvrage intitulé des cultures ethniques à une culture nationale apparaît un peu comme la Bible de l'action quotidienne du ministre des Arts et de la Culture. Le président de la République est dans une logique qui doit amener à évoquer le Cameroun comme bâti sur des universaux culturels, en tant qu'ensemble de données originales, positives et constantes, ayant fondé l'existence des communautés, des ethnies camerounaises et garanti leur survie au fil de l'histoire. D'où l'intérêt de l'inventaire général du patrimoine auquel se livre
le ministère des Arts et de la Culture. Il s'agit du patrimoine culturel matériel comme du patrimoine culturel immatériel, qui sont l'apanage de la nation tout entière. Et le président Biya évoque également dans ce chapitre la belle notion de bouquet culturel national, de banquet culturel national, qui est le fruit de l'enracinement de tous les Camerounais, chacun dans une culture ethnique donnée, parce que d'où que l'on vienne, c'est de là qu'on vient, mais en se projetant au niveau national pour l'épanouissement de tous par une rencontre générale au sein de la culture nationale. On n'est plus cloisonné, on est dans une logique de partage d'un héritage commun. D'où la pertinence de la figure, et c'est le président Paul Biya qui le dit de manière très poétique, l'emblématique figure de la rosace culturelle. La rosace culturelle, chère au président Paul Biya, et qui est une espèce de symbole pour lui de l'exigence de dialogue, de l'impératif de complémentarité entre les différentes cultures ethniques, qui constitue donc le ferment d'un multiculturalisme qu'il appelle un multiculturalisme incandescent. Incandescent, pourquoi? Parce qu'il permet de réchauffer les liens séculaires entre les différentes composantes sociologiques camerounaises, tout en renforçant la solidité de la nation camerounaise à travers cette notion ô combien actuelle de vivre ensemble harmonieux. Et le président Biya, nous avons l'habitude de le rappeler, comme nous l'avons dit lors du dernier FENAC, le président Biya a toujours présenté la culture comme le ciment de l'unité nationale. Il en appelle à la valorisation de nos langues nationales, d'où l'intérêt de l'enseignement des langues nationales à tous les niveaux, du primaire au supérieur, en passant par le secondaire, mais tout en dépassant les clivages superficiels, francophones, anglophones, engendrés par des langues étrangères qui, bien qu'officielles, ne font pas partie du substrat profond de ce que nous appelons le berceau de nos ancêtres. D'où la condamnation des hérésies divisionnistes, des convulsions et des frénésies sécessionnistes, et aussi la ferme condamnation des dissonances antipatriotiques. Madame Yabit, le président Paul Biya, nous en sommes tous convaincus, aime profondément le Cameroun. Ce livre est également un acte d'affection en faveur de son pays. Et quand on aime le Cameroun, cette belle Afrique en miniature, ce pays de merveilles artistiques, de beauté touristique, dans la richesse de sa diversité culturelle, on défend corps et âme son unité, son indivisibilité. D'où cet hommage permanent qui est rendu à nos forces de défense, qui se battent non seulement pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, mais également pour protéger la légitimité de la nation camerounaise qui se fonde sur ce vivre ensemble harmonieux et sur ce multiculturalisme ardent et incandescent qu'appelle de tous ses voeux le président Paul Biya dans son ouvrage. Et comment doit-on considérer cet ouvrage? Est-ce que c'est le livre de campagne du président candidat Paul Biya? Ah, cette question était inévitable. Écoutez, madame, il me semble, et cela tombe sous le coup du sens, que la parole présidentielle, contenue dans son discours, à travers ce livre, contenue dans ses professions de foi, contenue dans ses programmes de campagne, est crédible, elle est intangible, elle est prestigieuse, elle est véridique. Le président Biya n'attend pas une campagne électorale pour produire des effets à travers sa parole. Les effets de sa parole, de la parole présidentielle, sont tangibles et palpables. Ils sont quotidiens, concrets et effectifs dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs où les progrès, les transformations bénéfiques, les mutations positives sont évidents. Même si, comme lui-même aime à le rappeler, le président Paul Biya, l'œuvre humaine est toujours à parfaire, nul ne peut, de bonne foi, nier l'évidence, l'effectivité et la réalité des progrès enregistrés sous la magistrature suprême du président Paul Biya sur divers plans. Multiplication des structures socio-éducatives, développement des infrastructures routières, prolifération des structures de santé. Oui, nous disons prolifération parce qu'aujourd'hui, même dans des villages plus reculés, on rencontre des centres de santé intégrés, mais également effort considérable en matière d'indépendance énergétique.
à travers la construction de grands barrages. Il y a également un meilleur maillage de l'aménagement du territoire et du développement rural, autant de secteurs auxquels des administrations entières sont vouées. Et ces avancées indéniables, de même que les grandes ambitions, les grandes réalisations visibles et tangibles du président de la République dans ces différents domaines, ont pour socle doctrinal un projet qu'il a défini et dessiné pour le libéralisme communautaire. En fait, madame, il nous semble, lorsque nous lisons et relisons ce livre, qu'il porte la marque d'un grand homme d'État. Un grand homme d'État qui transcende les conjonctures et s'inscrit dans la durée, car la durée est une donnée politique. Et c'est en cela que le président Paul Biya est une providence pour le Cameroun. C'est en cela que nous avons toujours besoin de lui, puisqu'il fait des projections pour un Cameroun meilleur et il est porteur de belles espérances pour le Cameroun. Et c'est pour cela, nous semble-t-il, que le peuple camerounais lui a très souvent démocratiquement renouvelé sa confiance et que lui, en retour, il prend bien soin du peuple camerounais. Parce que c'est un grand homme d'État qui prouve, à travers ce livre, qu'il est un homme de parole, qui prouve, à travers ses actes quotidiens, qu'il est un homme de conviction et aussi un homme d'action qui, à travers les réalisations concrètes, à travers son bilan, révèle qu'il a pour priorité ardente, me semble-t-il, et c'est la principale leçon de ce livre. Il a pour priorité ardente l'homme, le Cameroun. L'homme camerounais libre, éduqué, en bonne santé, bien logé, disposant de revenus utiles au développement de la nation. Et à cet égard, on voit que le président Biya n'est pas un tribun démagogue. Il n'est pas un prestidigitateur et encore moins un vendeur d'illusions. Ce n'est pas un illusionniste politique. Toutes ces promesses, tous ces engagements, y compris ceux qui ont été dessinés à travers, pour le libéralisme communautaire, à travers son projet de société, sont tenus et accomplis. Jamais le président Paul Biya n'a menti au peuple camerounais. Il ne s'est pas livré à des compromissions ou à des contorsions qui lui font prendre le contre-pied de ses propres engagements, et son livre révèle dans sa majestueuse probité intellectuelle, ainsi que dans son sens de la vérité et du réalisme, ainsi que du pragmatisme, le grand auteur, l'illustre auteur Paul Biya. Et puisque vous parlez de la campagne électorale, je n'élude pas la question. Il me semble que le sens de l'intérêt général, le volontarisme politique du président Paul Biya, son amour pour la patrie, pour la nation, pour l'État du Cameroun, sa haute stature internationale, son immense expérience, sa sagesse légendaire, ses qualités d'humaniste, ses promesses toujours tenues en faveur de la jeunesse et le bilan éloquent de ses grandes réalisations, à quoi on ajoute sa passion inébranlable, mais alors inébranlable pour la paix, pour le dialogue, sont parmi les arguments qui militent en faveur de son plébiscite à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Monsieur le ministre de la Culture, après Yaoundé, vous êtes allé présenter cet ouvrage à Douala, à Bafoussam, aujourd'hui. Oui. À Bafoussam aujourd'hui. Comment accueille-t-on cet ouvrage dans ces villes? Oui, nous sommes rentrés à Bafoussam, de Bafoussam aujourd'hui. Nous y étions hier pour présenter cet ouvrage. D'abord, vous me permettrez, chère madame, de dire que je voudrais profiter de cette question pour dire toute ma déférente et profonde gratitude au président Paul Biya d'avoir bien voulu me faire l'immense et insigne honneur de m'associer au suivi technique, disons bien au suivi technique de la réédition de ce livre qu'il a bien voulu relire et réécrire. Après la grande cérémonie inaugurale de Yaoundé, dont nous avons vu les images tout à l'heure, nous avons effectivement été à Douala et à Bafoussam, comme nous serons demain à Ebolova et plus tard probablement à Maroua. En tout cas, la caravane de présentation de ce livre est demandée un peu partout, même au niveau de la diaspora, à Paris, en Suisse notamment. Partout où nous sommes passés, nous avons été frappés par le grand engouement,
par l'enthousiasme chaleureux et la très forte adhésion suscitée auprès du public par ce livre. Et je vais vous faire une confidence. Une personnalité politique à Douala nous a confié que tout est dit et bien dit dans cet ouvrage et que tout Camerounais gagnerait à le lire. Au-delà de son appartenance politique, qu'il soit du RDPC ou d'un autre parti politique, ce livre est un livre pour le Cameroun et pour les Camerounais. Et cet homme politique me disait que, en le lisant et en jetant un coup d'œil par-ci, par-là, par rapport à certaines propositions qui sont faites par ceux qu'on peut désormais présenter comme les adversaires du président Biya, puisqu'on les connaît dans le cas de cette campagne électorale, dans le cas de cette campagne électorale que vous évoquez, qu'il a l'impression que la plupart de ses adversaires plagient, copient les propositions qui sont contenues dans le livre du président Paul Biya. Ils copient malheureusement mal, dans la mesure où il leur manque suffisamment de recul et d'honnêteté intellectuelle pour rendre à César ce qui est à César. Et César, c'est le président Biya. Cet ouvrage est l'œuvre d'un grand homme, d'un grand intellectuel, ne l'oublions pas, et un éminent universitaire sénégalais. Nous évoquions l'Assise internationale des écrivains africains tout à l'heure. Un universitaire sénégalais, au cours de ces assises, a présenté pour le libéralisme communautaire comme l'une des contributions les plus élucides et les plus édifiantes à la réflexion politique en Afrique depuis les indépendances. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, professeur Narcisse Moelle-Kombi, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Dans la suite du journal, la communauté musulmane prie pour le repos éternel de l'ancien ministre Youssoufa Daouda. Un service religieux conduit par un collège des oulémas était organisé ce samedi à Douala. C'était en présence du représentant personnel du président de la République, Samuel Dieudonné Ivahadibois. La correspondance de Sadou Mamoudou à Douala. La prière en la mémoire du regretté ministre d'État Youssoufa Daouda s'est voulu un moment de rappel. Le collège des oulémas qui conduisait ce service religieux s'est inspiré des sourates Fatiha et Bagarat pour signifier à l'assistance que tout est vanité. Aussi, la lecture d'autres versets du Saint-Coran par l'Assemblée des fidèles assortie d'une invocation de clôture plaide pour l'accès de l'âme du disparu au paradis. Les témoignages du comité central du RDPC, du ministère de l'Enseignement supérieur font de cet homme d'État, militant de la première heure, un modèle pour l'actuelle génération. Mon ami d'enfance que j'ai personnellement connu et avec qui j'entretenais des sincères et amicales relations est tombé au champ d'honneur. La lettre de condoléances du président de la République à la veuve du ministre d'État, lue par le préfet du Vori, présente un homme affable, un patriote. La disparition de M. Youssoufa Daouda est certainement une grande perte pour la région de l'extrême nord, où il était une élite respectée, notre parti pour lequel il était dévoué, et le Cameroun, pour qui il était un fils digne et patriote. En rappel, le PCA de l'université de Marois, le ministre Youssoufa Daouda, est décédé ce 12 septembre 2018 des suites d'un accident de la circulation, alors en route pour une réunion du comité central à Yaoundé. Cérémonie officielle solennelle d'inhumation du patriarche Kadji Defosso à Bana ce samedi également. C'est à la faveur des obsèques officielles décidées pour cet industriel patriote par le président de la République. Paul Biya y était personnellement représenté par le président du Sénat, Marcel Nyakdifendi. Joseph Kadji Defosso a été élevé au grade de cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Les Échos avec Richard Talatodem. Le sacré et le profane qui se côtoient allègrement en le sanctuaire Saint-Joseph de Bana autour de la dépouille de Joseph Kadji Defosso, les opérateurs économiques, les hommes politiques, les membres du gouvernement qui s'y ajoutent, c'est pour rendre un vibrant hommage à ce patriarche pour qui le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé des obsèques officielles.
Pour le représenter personnellement aux EPSEC, le président du Sénat, Marcel Nyadjifenji, le chef de l'État, l'a envoyé à Bana avec cette gerbe de fleurs et une lettre de condoléances lue à la famille par le préfet du Hong Kam. Avec la disparition de M. Joseph Kadi Defosso, la région de l'Ouest perd un fils prodige. Le RDPC, un militant de poids, et le Cameroun, les capitaines d'industrie les plus emblématiques. Mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma considération distinguée. La messe était présidée par l'évêque du diocèse de Bafang, Abraham Komé, entouré de l'archevêque de Douala, Samuel Cléda, de l'archevêque émérite de Douala, Christian Cardinal Toumi. Dans son homélie, le père Clément Aboudi, recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, invite le peuple de Dieu à être vigilant et entrepreneur comme le défunt. Et puis viennent les témoignages, tous les qualificatifs y sont passés. La famille dit merci au président de la République pour avoir décidé des obsèques officielles à l'endroit de leur père, grand-père, frère et grand-frère. Les opérateurs économiques célèbrent cet opérateur fulgurant et silencieux, créateur de richesses, le RDPC, dont Kadi Defosso était membre du comité central. Par la voix du secrétaire à la communication, le professeur Jacques Famdongo salue le bulldozer politique, le gladiateur flamboyant, dont la vision du président national était le leitmotiv. Le ministre de la décentralisation et du développement local prouve en le disparu un mania du développement local. Et aux patriotes, la patrie est reconnaissante. Le président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre possible. C'est l'archevêque de Douala, son excellence Samuel Cléda, qui dit la prière d'Absout. Et l'assistance est toute oui pour la bénédiction, envoyée par le pape François pour la famille de ce chrétien convaincu et pratiquant. Le patriarche de Bana peut alors sortir du sanctuaire Saint-Joseph, les pieds devant, et entamer sa marche vers sa dernière demeure. Il s'en va, laissant aux jeunes ce message. Et rien ne s'acquiert en un jour. Évitez les pièges de la facilité, ayez de la vision. Présidentielle 2018, à présent, plus qu'une semaine et les 9 candidats en lice se lanceront officiellement dans l'opération séduction des électeurs. Mais déjà, les programmes politiques de certains candidats ont été rendus publics. On y retrouve des propositions de solutions aux problèmes que rencontre le Cameroun. Illustration, la corruption. Que propose-t-il pour la combattre plus efficacement? Voyons cela dans ce reportage de Rodrigue Bertrand chez nous. Dans son programme politique sous-tendu par 5 points saillants, Maurice Kamto envisage l'intensification de la lutte contre la corruption avec comme mesure phare l'instauration de la déclaration des biens. Akere Mouna prône une tolérance zéro à l'égard de la corruption. Et il compte faire de la CONAC son ange de combat en la rendant plus puissante, en mesure d'enquêter et de poursuivre. Quant à Joshua aussi, un peu plus précis, il promet la suppression des contrôles routiers fixes, le doublement du salaire des fonctionnaires sur 5 ans afin d'empêcher la tentation, la dématérialisation généralisée des procédures administratives et financières de l'État pour limiter le contact nocif entre usagers et personnel de l'administration. Quant à Paul Biya, les structures mises en place ces dernières années pour assainir la gestion de la politique chasseront davantage en meute pour que les prévaricateurs rendent gorge. L'agriculture également occupe une place importante dans les projets de société présentés par les différents candidats à l'élection présidentielle. Ils proposent pour la plupart de booster les productions actuelles afin d'assurer la sécurité alimentaire au Cameroun. Les détails avec Alvin Gizelzi. L'agriculture doit commencer par un bon réaménagement des voiries, pense le candidat Cabral Libi. Pour Serge Espoir Matomba, ce secteur est resté embryonnaire. Aussi pense-t-il à augmenter les motivations de la jeunesse rurale à s'auto-employer moyennant des accompagnements
Le candidat du Social Democratic Front compte augmenter de façon significative les ressources accordées au secteur de l'agriculture pour atteindre 10% du budget national. Le leader de l'UDC est favorable à une politique de production et s'oppose à la fracture sociale. Le chairman du mouvement pour la renaissance du Cameroun entend assurer la sécurité alimentaire du pays. Akere Mouna propose des réformes pour booster et stabiliser la croissance. L'Alliance pour la démocratie et le développement mise sur la transformation des matières premières. Comme d'autres candidats à la présidentielle, Franklin Difo Afanhui, l'homme de Dieu, entend booster le développement agricole. Le plan national agricole du candidat Paul Biya repose sur l'agriculture de seconde génération. Les Camerounais sont déjà forts dans le secteur tertiaire, le commerce, les ventes. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun vers une véritable émergence. Les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain entendent donc faire de l'agriculture la principale source de croissance et de devises. L'actualité dans le nord-ouest, une rumeur persistante faisant état d'une prétendue attaque a entraîné la panique au sein des populations. Le gouverneur de la région rassure et appelle au calme. Adolphe Lélé-Lafrique donnait hier un point de presse. Il a annoncé par ailleurs pour les prochains jours un contrôle systématique des personnes et des biens dans la région. Je vous propose de l'écouter. Au cours d'opérations routières de recherche et des contrôles menés dans divers checkpoints, certaines personnes qui s'empressaient de quitter la région vers les autres parties du pays et d'autres qui entraient ont été découverts en possession d'armes à feu, de munitions, d'engins explosifs artisanaux, de drogue, entre autres objets compromettants, indiquant clairement que les activistes se préparaient à étendre la violence au-delà de la région, d'autres y arrivant pour la perpétuer. Tout propriétaire et conducteur de véhicules à usage personnel et commercial pris en flagrant délit de transport d'activistes terroristes ou du matériel compromettant et ceux facilitant la dite activité seront considérés comme terroristes et traités comme tels. Les dispositions appropriées sont prises par les services compétents pour garantir leur sécurité aux fonctionnaires et agents de l'État d'évacuer à leurs occupations respectives. Et même son de cloche dans le sud-ouest où le gouverneur Bernard Okalabilay est descendu sur le terrain pour rassurer les populations dans les agences de voyage où il s'est rendu. Il a invité tous ceux qui s'apprêtaient à quitter la ville à regagner leur domicile respectif. Les détails avec Charles Lobon-Nuesso à Boya. Les forces de sécurité et de défense, l'administration et tous les autres leaders de bonne volonté sont là pour encadrer cette population, assurer leur sécurité. Il y a des manipulations, des rumeurs qui circulent que les forces de défense, de sécurité vont lancer l'assaut. Quel assaut? Les forces de défense contrôlent la situation. Elles ne lancent pas l'assaut. C'est plutôt les terroristes qui veulent lancer l'assaut et les forces de sécurité sont là pour casser cet assaut. Il faut que la population reste chez elle, qu'elle collabore avec les forces de sécurité. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalabilay, au micro de Charles Lobon-Nuesso. Dans la région de l'Est, la restauration de la sécurité le long des frontières préoccupe le Cameroun et la République centrafricaine. Des échanges bilatéraux se sont tenus hier vendredi à Garoua-Boulaye en présence du ministre centrafricain de la Défense, Marie-Noël Koyara, qu'accompagnait le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Au terme des travaux, des accords concernant les manœuvres militaires conjointes ont été paraphés. Arlequin Soaibou, CRTV Est. Depuis quelques mois, les FARCA, les forces armées centrafricaines, montent en puissance en matière de formation, d'entraînement, de renseignement et des opérations. La création récente de la 4e région militaire en République centrafricaine, avec pour poste de commandement Bouar, place ce dispositif sécuritaire face à la frontière est du Cameroun. La zone de défense de Bouar est opérationnelle parce que nous venons de commencer le redéploiement des militaires au niveau de la garnison de Bouar.
Et c'est cela qui nous a aussi beaucoup motivés à venir ici. Les officiels camerounais et centrafricains ont paraphé des accords sur plusieurs points ayant trait aux échanges de renseignements et surtout à l'organisation des patrouilles conjointes et simultanées tout au long de nos deux frontières. La situation sécuritaire à la frontière commune s'est beaucoup améliorée ces derniers mois. Cela veut dire que les mécanismes existants fonctionnent. Ils fonctionnent d'ailleurs de mieux en mieux. La présence des deux ambassadeurs du Cameroun en République centrafricaine et de Centrafrique au Cameroun et surtout du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et garde de Sceaux, Flavien Mbata, à cette rencontre ainsi que celle des autorités militaires indiquent la force des enjeux. Dans l'extrême nord, à quelques semaines de la présidentielle, le chef d'état-major des armées vient de visiter les unités opérationnelles des régions militaires interarmées numéro 3 et 4 à Marois. Le général de corps d'armée René-Claude Mekar assure la situation est sous contrôle dans cette partie du pays pour un scrutin présidentiel en toute sécurité le 7 octobre. Les précisions de Malmoussa Le Doublaise à Marois. En cette veille du scrutin présidentiel, les unités opérationnelles des régions militaires interarmées, visitées par le chef d'état-major des armées, sont déjà parées. La situation sécuritaire dans les régions militaires interarmées numéro 3 et 4 est sous contrôle. La vie reprend son cours normal, les activités économiques reprennent, les écoles ouvrent à nouveau, les populations vaquent paisiblement à leurs occupations, mais nous devons rester extrêmement vigilants. Les troupes déjà mobilisées ont un bon état d'esprit pour assurer la sécurité des équipes de campagne et le vote du 7 octobre prochain. Je suis venu ici pour pouvoir contrôler auprès des chefs militaires la manière dont les mesures que nous avons prescrites sont exécutées. Nous allons tout faire pour que l'élection présidentielle se déroule dans de très bonnes conditions. La tournée du chef d'état-major des armées traduit la volonté et l'engagement de l'armée à remplir avec honneur et fidélité sa mission pendant cette période électorale. Près d'un demi-millier de sous-officiers de la gendarmerie viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 3. La cérémonie de clôture du 17e CAT3 était présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie au camp Yaya ici à Yaoundé. Galax Etoga a invité les récipiendaires à plus de discipline et de professionnalisme dans les missions qui leur seront assignées. Pierre Evembe. Dans Yaya Moussa à Yaoundé, la gendarmerie nationale progresse dans la réalisation des défis sécuritaires qui l'interpellent au quotidien. Ces 500 pandores ont subi 5 mois de modules théoriques et pratiques adaptés au gré des menaces sans cesse diffuses et difformes. Le certificat d'aptitude technique numéro 3 leur confère ainsi des responsabilités dans le commandement tout en leur ouvrant un boulevard vers le statut d'officier. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. On a cadré cette formation en fonction de l'évolution sécuritaire de notre pays. Avec ce CAT3, je peux déjà commander une brigade, une section. Un gendarme radié, 3 sévèrement sanctionné au cours de la formation. Le secrétaire d'État à la Défense est revenu sur la discipline qui constitue l'âme même du soldat. Sans esprit de discipline, votre parchemin de ce jour est vide de sens. En étant discipliné, vous agirez avec le maximum d'efficacité et obtiendrez un rendement conséquent. Galax Etoga a invité ses sous-officiers à donner du contenu à leur parchemin en cette période charnière. Vous devez mettre en œuvre toutes les compétences acquises au cours de votre formation pour faire votre devoir, tout votre devoir, rien que votre devoir, afin de garantir un vote libre, dans le calme et en toute sécurité, sur toute l'étendue du territoire national. Les voici, ces commandants d'unité en puissance, prêts à vous donner cette image de la gendarmerie qui assure et rassure. Des dispositions précises seront prises pour préserver la réserve du bois des singes de Douala. Promesse du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, qui vient d'effectuer une visite de travail à Douala. Il a par ailleurs félicité ses collaborateurs pour le travail abattu dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale grandissante dans cette ville. Les détails avec Marcel Ekassibili à Douala.
La réserve du bois des singes de Douala a captivé l'attention du ministre des Forêts et de la Faune au cours de sa visite de travail. Jules Dorendongo a réitéré aux populations le bien fondé de cet espace créé en 1947 par l'État. Ce sont des leviers qui permettent au pays de gérer durablement les espèces, qu'elles soient fauniques ou bien qu'elles soient forestières. Si c'est pour la faune, ce sont des espaces qui leur permettent de se reproduire quasiment comme dans un milieu naturel. Face à l'occupation illégale des populations de cet espace, des dispositions sont déjà en cours. Le sous-préfet de Douala 2e s'est déjà saisi de la question et il est compétent pour cela en tant qu'autorité administrative et mis en place une commission qui est en train d'investiguer. Le tour effectué au parc à bois du port autonome de Douala a permis au ministre des Forêts et de la Faune de toucher du doigt les réalités de la société d'exploitation du parc à bois du Cameroun. Mais avant ces deux étapes, Jules Dorendongo est entré dans les moindres recoins de la délégation des forêts et de la faune du littoral. À ce niveau, il a félicité les équipes dont les résultats du travail sont visibles à travers les récentes saisies à Douala de 800 kg d'écailles de pangolin, 112 pointes d'ivoire et 80 kg de viande de gibier interdit de chasse. Au cours d'un échange qui clôturait cette visite de travail, Jules Dorendongo a enregistré quelques doléances, la principale étant l'insuffisance du personnel dans les différentes unités. Le Fonds pour l'environnement mondial au Cameroun vient d'organiser à Yaoundé une rencontre sur le dialogue national. Les travaux étaient l'occasion de communiquer sur les critères de sélection de 5 projets environnementaux, ceux-là qui vont bénéficier d'un financement des partenaires au développement. C'était en présence du ministre de l'Environnement et les Pierres. Les détails avec Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Les experts des problèmes environnementaux étaient réunis autour d'une même table pour questionner l'état du dialogue national au sein du FEM, le Fonds de l'environnement mondial. Les acteurs du secteur se sont accordés sur l'impératif de garantir à notre pays un environnement sain. Il y a 3 secteurs qui sont concernés: changement climatique, biodiversité et la dégradation de terre. Donc nous avons grosso modo 10,99 millions de dollars pour la biodiversité. Occasion aussi pour le ministre Hélé Pierre de dire merci à tous les partenaires du Cameroun, entre autres le FEM, le PNUD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour tous les projets financés jusqu'ici. Les statistiques parlent alors de 380 millions de dollars, soit environ 8 milliards de nos francs. En somme, les participants aux travaux ont été édifiés sur les mécanismes de coordination et de suivi du FEM, empreint d'un esprit de dialogue national. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales est à Douala. Dr Taiga effectue une visite de travail dans les services déconcentrés de son département ministériel et auprès des structures en charge de la production et de la transformation animale dans la région du littoral. Et hier, vendredi, il s'est rendu dans plusieurs exploitations avicoles et dans les unités d'aquaculture et de production laitière du Vouri et du Mungo. Plus de précisions avec Rufin Kacham, CRTV Littoral. Du docteur Taiga à la couverture de Ntobo. L'aviculture camerounaise est sur les rails de l'industrialisation. Dans cette unité de production des poussins d'un jour, on surfe sur l'élevage de 2e génération. Cette entreprise que je visite, vous l'avez vu, est une entreprise inclusive qui crée de la valeur ajoutée, qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse. Autre site qui accueille le ministre, cette unité de production laitière. Le docteur Taiga est ici bluffé par l'audace d'une jeunesse qui ose. ELC-Team est un collectif de jeunes Camerounais, citoyens, formés à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré. À la sortie de l'école, nous avons pensé, à défaut d'aller toquer les portes des entreprises, et à l'appel également de celle du chef de l'État, nous avons compris le message qu'il fallait donc avoir de l'audace. Et avoir de l'audace suppose qu'il faut donc créer et innover. Autre secteur qui réussit aux jeunes, l'aquaculture. Le savoir-faire camerounais dans le domaine de l'élevage hors sol du poisson et du tissage des filets s'exporte, comme l'a constaté le docteur Taiga à Bonendale et à Boadibo. Après s'être félicité de cette initiative, le cap est mis sur Dibombari. Le ministre apprécie ici les efforts d'une coopérative engagée sur le chemin d'une autosuffisance alimentaire au Cameroun dans le domaine de l'aviculture et de la porciculture.
Le directeur général de la SODECAO revient d'une visite de travail dans la région du Sud. Jean-Claude Eko-Aquafan a visité la plantation d'expérimentation et de démonstration dans la localité de Minkol, c'est dans le Djaïlobo, ainsi que les champs sémenciers de Koevon, c'est dans la Villa. Voici le compte rendu de Pierre Binambarga. Le centre spécialisé de Koevon reste l'un des nerfs de la production cacaoyère du Cameroun. La superficie totale des champs semenciers atteignait 103 hectares avec la production annuelle de plus d'1 million de cabosses sélectionnés. Aujourd'hui, l'urgence est de réhabiliter la structure. Entretenir 44 hectares avec 32 personnes, vous voyez, vous avez une proportion de moins d'une personne par hectare. Le directeur général de la SODECAO, Jean-Claude Eko-Aquafan, guidé par le chef de centre, visite ici le verger, qui produit actuellement 80 000 cabosses. Le champ nous permet de prendre la mesure, n'est-ce pas, de l'effort qui doit être fourni par l'État. Il n'y aura pas de relance de la cacaoculture sans une réhabilitation d'un Koevon, comme des autres grands champs semenciers, Mangan et Abomba. Le centre spécialisé d'un Koevon possède un potentiel de production de cabosses semences encore largement sous-exploité. Le directeur général de la SODECAO a également visité des cacaoyères dans le Djaïlobo et dans la Villa. Avec ses périphes interrégionales Est, Centre, Sud, Jean-Claude Eko-Aquafan dispose désormais des outils qui lui permettent d'avoir une idée claire de ce qu'il attend comme travail à la SODECAO. Et puisqu'on parle de cacao, Foire Cacao dans la Léquier, l'arrondissement des Bebda abritait l'événement jeudi dernier. L'occasion de sensibiliser les jeunes du département sur la cacaoculture. Près de 250 d'entre eux ont bénéficié d'une formation dispensée par des acteurs de la relance de la cacaoculture. L'événement a été présidé par le ministre de l'Agriculture, Henri Eyebéaïssi. Reportage Agnès Sonange à Besselo. Les dérivés du cacao disposés pour dégustation. Nous sommes à la place des fêtes de la commune des Bebda, l'un des 9 arrondissements du département de la Léquier, dans le centre. La foire cacao bat son plein. 250 jeunes invités à apprendre les nouvelles techniques de production de leur verre. Depuis la recherche jusqu'à la production et la commercialisation, le processus exige une certaine application. Au PA3C, nous prenons les regroupements. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qui fragilise les producteurs, c'est le fait qu'ils soient éparpillés et qu'ils agissent individuellement. Donc en les regroupant, ils sont plus forts. La présence des acteurs clés de la relance de la cacaoculture en dit long. Sous la bannière du Fonds de développement des filières cacao et café, le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce accompagnent l'événement. En s'engageant dans l'agriculture et en particulier la cacaoculture, ils font le choix d'un métier pour leur vie. Pour encourager ces jeunes cacaoculteurs, du matériel agricole et des équipements de production leur ont été offerts. Les jeunes de Bebda vivent de l'agriculture. Donc ce matériel va nous permettre vraiment de mieux suivre nos cultures dans nos différents champs. Un événement qui rentre dans le cadre des activités parlementaires de l'honorable Cécile Epondo Fouda. Nous avons bon espoir qu'à l'issue de ce séminaire, ils en sortiront, j'allais dire, grandis. Parce qu'ils auront senti à quel point l'activité à laquelle ils s'adonnent aujourd'hui a de la valeur. De la bonne graine puisée à bonne source peut relever le défi de la cacaoculture au Cameroun. Des infrastructures scolaires construites dans le département de la MIFI par le sénateur Sylvestre Ngouchingué ont été rétrocédées hier vendredi à l'État du Cameroun. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidia Alim, qui a salué le partenariat public-privé qui permet d'améliorer l'offre scolaire. Reportage Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest à Bafoussam. C'est au total 118 salles de classe, modernes, tant publics que confessionnels, 34 bureaux et 2 ateliers de travaux construits par le sénateur Sylvestre Ngouchingué du département d'Amifi qui sont ainsi rétrocédés à l'État du Cameroun. Cette action en faveur de l'éducation est saluée par le maire de la commune de Bafoussam 3, Daniel Defonkou, tout comme l'élite de l'Amifi.
Pour le sénateur Sylvestre Ngouchengue, en offrant ses infrastructures scolaires, il est question d'accompagner le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans sa politique de formation de la jeunesse, en offrant un cadre adéquat pour la quête du savoir. Le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, a salué ce partenariat privé-État. Notre pays vous remercie pour les nombreuses actions que vous entreprenez en faveur du développement communautaire. C'est un signe d'engagement à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses missions. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et a donné l'occasion de primer plus de 1000 élèves de la région de l'Ouest qui ont réussi avec mention leur examen session de 2018. On reparle politique dans ce journal. La section RDPC du Mayo-Louti était en fait un meeting de soutien et de remerciement au président Paul Biya pour la nomination de Madame Abissou Bidoum au poste de chargée de mission au cabinet civil de la présidence de la République. C'est tenu ce samedi à Guidère. Compte rendu, Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord. On reviendra certainement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Place à présent au livre de la semaine de Impact of One. C'est le titre de l'ouvrage que nous vous proposons ce soir. L'auteur, dans une posture autobiographique, Roland Koeman, livre quelques secrets du succès. L'ouvrage présente la capacité de chaque individu à apporter un changement positif dans son environnement. Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC, a parcouru l'ouvrage pour nous. Ne soyez pas déroutés par le titre de cet ouvrage décliné dans la langue de Shakespeare. Il est entièrement écrit en français et retrace la trajectoire autobiographique de Roland Koeman, son auteur, avec comme vision philosophique la capacité de tous et de chaque individu à créer un changement positif. L'ouvrage met en scène la découverte par l'auteur de son propre potentiel et sa capacité à influencer son environnement. Il séquence sa philosophie de la réussite en 3 chapitres. D'abord le chemin de son enfance, période au cours de laquelle les difficultés rencontrées n'ont d'égard que de fortifier son envie de réussir. Fort de cette attitude, il devient en 2010 le premier et le seul Camerounais à avoir occupé la présidence de la Jeune Chambre internationale. Vient alors la phase des défis qui structurent toute aventure humaine. Des défis évoqués dans la 2e partie de son livre. La 3e partie enfin s'arrête sur sa vie familiale et ses rencontres professionnelles. On découvre un personnage avec une vie conjugale relativement stable, l'un des facteurs ayant contribué à sa réussite. Roland Koeman nous balade aussi à travers un album photo dans l'univers de ses rencontres avec des personnalités identifiées comme modèles de son point de vue. Le pape Benoît XVI, le Dalai Lama, le président Mugabe et bien d'autres références. En 169 pages, l'ouvrage publié aux éditions Egrégor est copréfacé par Edem Kodio, ancien premier ministre togolais, et Amath Toumouna, ancienne ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, nous donne de croire à un avenir meilleur. Un parcours qui lui donne les raisons de garder le sourire. En sport, 19e championnat du monde de volleyball, Italie-Bulgarie 2018. Le Cameroun joue son va-tout demain à 16h contre les États-Unis. Une victoire est impérative pour espérer une qualification au second tour. À l'entraînement ce vendredi, la séance était basée sur la défense, une stratégie qui pourrait permettre de dompter les Américaines. Germaine Walesengue, envoyé spécial de la CRTV à Bari. Gymnase du Palazzetto dello Sport, Panuccio, ce samedi. Les volleyeurs camerounais sont en séance d'entraînement. Autour du filet, des joueurs à vocation défensive. L'entraîneur Blaise Renioff Mayam a décidé d'asseoir sa stratégie sur une bonne défense. Les muscles du train supérieur sont hyper sollicités. Il faut bien disposer ses bras pour repousser les ballons. Les joueurs s'adonnent aux différents thèmes convoqués par le sélectionneur qui se refuse à toute déclaration. Tous les systèmes y passent sous le regard de Nathan Wunembaina, mis au repos suite à une élongation sur la jambe droite. Le pivot camerounais est incertain pour l'opposition contre les États-Unis ce dimanche à 16h. Le match de la dernière chance pour les Lions. En cas de victoire, le Cameroun passera au second tour. Par contre, 2 sets pris au cours de la confrontation
lui donne des chances d'y croire en attendant les autres matchs. La détermination se lisait sur le visage des uns et des autres ce samedi. Un indicateur qui témoigne que les joueurs ont bien des capacités réelles de surprendre les États-Unis. On va souhaiter bonne chance à nos Lions. Le général Nka Valère favorise la cohésion de ses troupes par le sport. Le commandant de la brigade du quartier général vient de présider la clôture de la saison sportive de ses personnels. Voyons cela dans ce reportage de Évariste Yenga. Le bataillon d'intervention. Encore le bataillon d'intervention et enfin le même bataillon et son trophée général. La plus ancienne des formations militaires du quartier général a presque tout raflé sur son passage. Plus d'une dizaine de trophées, une performance qui ne tombe pas du ciel. On prépare régulièrement les rencontres que nous avons. C'est le fruit d'un travail très ardu. Son dernier fruit est récolté à cette finale de football face au bataillon de commandement et de soutien. Après un score vierge, les 3 arrêts de son gardien au tir au but offrent la victoire au premier bataillon. Un peu plus tôt, chez les 40 ans et plus, les vétérans, c'est le bataillon de commandement et de soutien qui a pris le meilleur. En finale, devant la formation Honneur et Protection battue 2-1. Nous sommes tellement fiers. La coalition BCS et BA, les 2 bataillons là, la coalition a donné. Il y avait compétition dans 4 disciplines civiles. Le volleyball, le handball, le basketball et le football. Mais il y avait aussi des disciplines purement militaires. Le tir au fusil et au pistolet, la marche commando. Une diversité qui traduit l'objectif de ces championnats. L'objectif, c'est l'émulation, la cohésion et le maintien en condition physique de l'ensemble des personnels. Brassage et cohésion, il y en a eu. Ces hommes en charge de la protection de la ville de Yaoundé et fidèles au poste ont trouvé épanouissement par le sport. Avant de refermer ce journal, je signale dans ce journal des télégrammes officiels du chef de l'État, le président de la République Paul Biya, qui écrit respectivement à leurs excellences Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua, son excellence James Ernesto Morales, président de la République du Guatemala, et puis Juan Orlando Hernandez, président de la République du Honduras. Et enfin, Carlos Alvarado, président de la République du Costa Rica, et Salvador Sanchez Serrin, président de la République du Salvador. Le chef de l'État leur adresse ses vives et chaleureuses félicitations pour la célébration ce 15 septembre de la fête nationale de leur pays respectif. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Moncam. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Dieudonné Zra et Elvis Teke. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain quand il sera 20h30. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain.